est intéressant, c'est que toute l'histoire ultérieure a donné raison au premier livre des Maccabées. Nous avions par exemple le sesterce de l'Empire romain. Le sesterce monétique de l'Empire romain a été démantelé à la dislocation de l'Empire. Nous avions le dirham du califat omeyyade. Le califat omeyyade, lorsqu'il s'est désintégré, le dirham monnaie unique du califat omeyyade a été démantelé à la dislocation de l'Empire. Et pour parler d'une monnaie, la première monnaie supranationale des temps modernes, eh bien c'est le réal espagnol, que l'Espagne avait imposé à toutes ses colonies, notamment toutes ses colonies en Amérique latine. Ce réal, regardez, parce qu'il est intéressant à regarder de près, qui a été développé notamment au XVIIIe siècle. Il y avait marqué de part et d'autre Utraque unum. C'est du latin. Utraque unum, ça veut dire nous sommes tous un. C'est la volonté de bâtir un empire mondial. Tous les peuples ne doivent plus en former qu'un seul. Et si nous regardons également cette monnaie, vous voyez qu'il y a deux colonnes, avec marqué de part et d'autre plus ultra. Plus ultra, c'est également du latin. Plus ultra, ces deux colonnes représentent en fait ce que l'on appelait les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar. Plus ultra, ça veut dire toujours plus au-delà dans la conquête du monde. Toujours plus au-delà pour conquérir l'ensemble du monde et le mettre sous une seule et même férule. Si vous regardez cette pièce avec justement cette colonne sur laquelle il y a cette banderole plus ultra, agrandissons-la et vous verrez quelque chose que vous ne saviez peut-être pas. C'est que c'est cela qui a donné le symbole du dollar. Parce que, effectivement, le réal espagnol s'est répandu dans toute l'Amérique du Nord avant même la création du dollar. C'était la monnaie en argent qui se permettait d'avoir une monnaie d'échange dans les colonies des États-Unis avant qu'ils ne deviennent indépendants. Si l'on regarde toujours cette monnaie, eh bien, le réal espagnol s'est désintégré lui-même à partir de 1813. Le démantèlement du réal espagnol, parce que c'est la règle qui apparaît, qui est l'illustration de ce que l'on trouve déjà dans le premier livre des Maccabées dans la Bible. En 1813 apparaît le peso argentin avec la libération de l'Argentine de la colonisation espagnole. En 1817, le peso chilien. En 1821, le peso colombien. En 1822, le réal péruvien. En 1824, le réal mexicain. En 1825, le peso bolivien. De 1830 à 1879, selon un processus un peu chaotique, le Bolivar du Venezuela et enfin le dernier, le Balboa panaméen, qui était d'ailleurs une création américaine, qui a été cette monnaie a été d'ailleurs créée en l'espace de 3 semaines. Nous avions le kourouch, qui était la monnaie unique de l'Empire ottoman, qui s'était répandue sur tout l'Empire ottoman, y compris sur la Grèce, qui a fait partie de l'Empire ottoman. Eh bien, de la même façon que le réal espagnol, de la même façon que le sesterce, que le dinar califat omeyyade, eh bien, à partir de 1828 et jusqu'en 1918, nous avons assisté au démembrement du kourouch, de cette monnaie unique de l'Empire ottoman, avec, eh bien, en 1828, la création d'une très bonne monnaie, avec un magnifique nom, le phénix. Le phénix grec sous le gouvernement de Capodistria. Cette monnaie ne durera d'ailleurs pas très longtemps, quelques années seulement, parce qu'il y aura une forte inflation. Et puis très rapidement après, à partir de 1832, c'est la réapparition de la drachme grecque qui avait disparu pendant plus de 1700 années sans qu'elle n'existe auparavant. C'était une monnaie de l'Antiquité qui avait disparu, qui avait été éclipsée pendant 1700 ans. Vous voyez que c'est un formidable message d'histoire que nous transmet l'histoire. De la même façon, en 1834, du démembrement du kourouch est apparu la livre égyptienne, en 1867 le leu roumain, en 1868 le dinar serbe, en 1881 le lef bulgare. La couronne était la monnaie unique de l'Empire austro-hongrois. On voit ici sur cette photo François Ferdinand et Sophie Chotek, sa femme, qui sont quelques instants avant d'être assassinés à Sarajevo en 1914, en juin 1914. Et bien, comme vous le savez, ça sera le coup d'envoi de la Première Guerre mondiale, d'où découlera la dislocation de l'Empire austro-hongrois. Cet Empire austro-hongrois qui avait une couronne. La couronne de l'Empire austro-hongrois, eh bien, en 1919 à 1922, le démembrement de l'Empire austro-hongrois provoquera le démembrement de la couronne austro-hongroise. Par exemple, ici, avec la création de la couronne du dinar yougoslave, qui prendra 2 années. Dans un premier temps, on mettra un timbre sur les anciens billets dans la zone
de la nouvelle Yougoslavie, on créera le dinar de la Yougoslavie. De la même façon sera créée la couronne de tchécoslovaque en 1919, également avec la position d'un peintre, ce sera réglé d'ailleurs en l'espace de 3 mois. De la même façon que de 1919 à 1922, puis 1925 sera créée la couronne autrichienne, avec d'abord un timbre humide, Deutsches Reich, l'Autriche allemande, puis, après un épisode de forte inflation comme en Allemagne en 1923, apparaîtra le shilling autrichien. Et puis également la couronne hongroise de 1920 à 1921. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous parler de toutes les monnaies plurinationales du XXe siècle qui ont explosé, notamment les monnaies coloniales de l'Empire français, les monnaies coloniales de l'Empire britannique. J'irai simplement pour vous montrer l'une des dernières à avoir explosé, c'est le rouble soviétique, qui était la monnaie unique de l'Union soviétique. Eh bien, à partir de 1991, le démembrement de l'URSS a provoqué à son tour le démembrement des monnaies et l'apparition de toute une série de nouvelles monnaies de 1990 à 1993, avec le lats de la Lettonie, la couronne estonienne, le manat azerbaïdjanais, le litas lituanien, également le rouble biélorusse, le leu de Moldavie, le som de Kirghizistan, le somoni du Tadjikistan, et puis encore aussi l'apparition du tenge kazakhstanais en 1993, du manat du Turkménistan, du drame arménien, du soum-ouzbek, sans parler même du rouble de la Fédération de Russie. Alors, quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cette rapide fresque qui nécessiterait que l'on entretienne pendant beaucoup plus longtemps? Dans tous ces cas, dans tous ceux que nous avons vus tout au long de l'histoire, les nouveaux États affirmèrent leur indépendance et leur liberté en refusant de rester dans un système de monnaie unique. Et, quoique sortant de la guerre, et sans expérience souveraine, parfois des pays extraordinairement pauvres, comme le Bangladesh ou la Guinée, eh bien, on réussit à créer une monnaie sans encombre, une monnaie nationale en définitive, très facilement et rapidement, dans le meilleur des cas en quelques semaines, dans le pire des cas en 4 ans. Sortir d'une monnaie unique, c'est beaucoup plus facile que d'y rentrer. Voilà la vérité. On peut tirer de l'histoire 5 enseignements que je vous suggère de garder à l'esprit. Le premièrement, c'est que la création d'une monnaie supranationale est un classique de toute volonté impériale de colonisation. Depuis plus de 2000 ans, le concept sous-jacent des monnaies supranationales, c'est toujours le même. Sous couvert de faire le bien des peuples concernés, il s'agit d'imposer une monnaie unique, en pensant qu'elle fera naître un sentiment collectif d'appartenance à une même communauté de destin. On va agir sur les substructures économiques, on va penser qu'on va créer un peuple nouveau, et on va lui imposer au passage une même politique budgétaire, économique et financière. C'est ce qu'avait fait la France dans son empire colonial, le Royaume-Uni dans son empire colonial, l'Espagne dans son empire colonial, et c'est exactement ce qui se passe actuellement en Europe. L'objectif primordial d'une monnaie supranationale n'est jamais technique et financier. On a vendu au peuple d'Europe en 1992 l'idée que l'euro allait nous apporter plus de croissance, plus d'emplois. C'était faux. Tous les économistes sérieux savaient que ce serait forcément un sous-optimum collectif. Mais ce n'est pas pour cela qu'a été créé l'euro. C'était parce que l'objectif d'une monnaie supranationale, c'est toujours un objectif politique, plus précisément un objectif impérial et colonial. Le deuxième enseignement, c'est que toutes les monnaies plurinationales se sont toujours disloquées. C'est quand même la bonne nouvelle. À toutes les époques, sur tous les continents, dans toutes les civilisations, sous tous les régimes politiques, économiques et sociaux, dans le combat de David contre Goliath, c'est toujours David qui finit par imposer sa volonté. C'est la misérable Bolivie qui a triomphé de l'Espagne royale, la minuscule Lettonie de l'Union soviétique, le tout petit Laos contre l'Empire français, l'Émirat du Bahreïn contre l'Empire britannique. N'ayez pas peur, c'est toujours celui qui est le peuple, même le plus petit, qui finit par triompher des empires. Le troisième enseignement, c'est que la durée de vie moyenne d'une monnaie supranationale est empiriquement de l'ordre de quelques décennies.
Je n'ai pas le temps de vous entrer dans le détail, mais disons qu'en moyenne, ça dure ça entre 50, 60, 70 ans, parfois 2-3 siècles, parfois beaucoup moins. On a vu des monnaies plurinationales qui n'ont duré qu'une vingtaine d'années. Je rappelle que l'euro a été créé formellement dans les échanges interbancaires en 1999 et il est arrivé dans nos porte-monnaies en 2002. Ça veut dire que nous en sommes à peu près 13-14 années de création de l'euro. C'est encore très bref. Il faut laisser du temps à l'histoire. Mais la suite des événements est écrite. Le quatrième enseignement, c'est que les monnaies nationales qui avaient disparu dans une monnaie supranationale ont toujours réapparu. La drachme grecque, j'en parlais tout à l'heure, est réapparue après une éclipse de plus de 2000 ans. Le dirham marocain est réapparu après une éclipse de plus de 1100 ans. Le dong vietnamien est réapparu après une éclipse de 66 ans au nord, de 73 ans au sud, après que la France avait imposé la piastre indo-chinoise. Le Lazzo-Lirton est réapparu après une éclipse de 53 ans. Je pourrais vous en donner comme ça des dizaines d'exemples. Le cinquième enseignement, c'est que l'euro, en fait, contrairement à ce que l'on vous a dit, l'euro n'a rien d'original. C'est très banal, l'euro. C'est une monnaie dépendant d'un pouvoir central impérial dont l'objet est de coloniser les peuples. Derrière le réel espagnol, il y avait la monarchie espagnole. Derrière le koulouche de l'Empire ottoman, il y avait la sublime porte, il y avait le sultan ottoman. Derrière la couronne austro-hongroise, il y avait la monarchie de Habsbourg. Derrière le Chili de l'Est africain, il y avait l'Empire britannique ou la Russie indienne. Derrière le rouble soviétique, il y avait l'État soviétique. Derrière le dinar yougoslave, il y avait l'État yougoslave. Et derrière l'euro, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'euro? Alors je vous propose un début de réponse en vous posant cette question. Qui a eu le premier l'idée d'une constitution européenne? Pour cela, j'ai une réponse que je vous propose. C'est une interview du général Eisenhower dans le très grand magazine français Paris Match du 27 octobre 1951, par page 18, c'est le numéro 136, pour ceux qui avaient précision. Dans ce numéro de 1951, le général Eisenhower, qui n'était pas encore président des États-Unis, il était à la tête du chef, c'est-à-dire l'équivalent de l'OTAN, a fait cette interview. Donc voici ici le scan et donc voici l'agrandissement. La question du journaliste, que pensez-vous de la Fédération européenne? Réponse de Eisenhower en 1951. Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de désigner la capitale et de dire qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. Les inventeurs de la Constitution européenne, ce n'est ni la France, ni l'Allemagne, ni le Royaume-Uni, d'ailleurs ils n'ont pas de constitution au Royaume-Uni, ce sont les États-Unis qui l'ont suggéré dès 1951. Par ailleurs, puisque nous parlons de l'euro, qui a eu le premier l'idée d'une monnaie européenne? Cette fois-ci, je vous conseille de lire le Daily Telegraph, le journal britannique du 19 septembre 2000. Et qu'est-ce qu'on lit dans le Daily Telegraph, 19 septembre 2000, un article du grand journaliste d'investigation britannique Ambrose Evans Pritchard. Il décrit des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés, puisqu'effectivement, vous savez que le gouvernement des États-Unis est obligé d'obéir à la loi américaine et donc de déclassifier au bout de 30 ans un certain nombre de documents secrets d'État. Donc là, nous avons la preuve exacte, tangible. Il n'y a pas de discussion possible. Il ne s'agit pas de complot, de conspiration. Il s'agit d'une stratégie qui a été révélée par les documents déclassifiés de l'administration américaine. Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Les dirigeants du mouvement européen, Oettinger, le visionnaire Robert Schuman, l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains, des employés des services secrets américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé, comme pour une opération secrète. L'argent de l'AQE, c'est-à-dire de l'American
Committee for United Europe, provenait des fondations Ford et Rockefeller, et aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Et puis, c'est là qu'on arrive au sommet de cet article fondamental, une note émanant de la direction Europe, note donc déclassifiée, trouvée par le journaliste d'investigation britannique Ambrose Evans Pritchard, une note émanant de la direction Europe datée du 11 juin 1965, conseil au vice-président de la Communauté économique européenne, à l'époque Robert Marjolin, de poursuivre de façon cachée, subreptice, de camoufler l'objectif d'une union monétaire. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. Ce sont donc aussi les États-Unis d'Amérique qui ont eux aussi voulu qu'il y ait une monnaie européenne et qui ont dit d'ailleurs aux dirigeants de l'Europe, depuis 1965, d'y aller discrètement, de ne jamais en parler au peuple, de faire en sorte qu'il n'y ait jamais le moindre débat, de la même façon que de nos jours. La même chose se poursuit avec un autre sujet qui est le grand marché transatlantique. Il n'y a pas de débat. Tout est fait derrière le dos des peuples d'Europe. Ceci permet de tirer une conséquence pour le point importante, surtout dans un pays comme la Grèce, où le sentiment anti-allemand est parfois vigoureux et on peut le comprendre. J'insiste sur le fait que ce n'est pas l'Allemagne qui a forcé les pays d'Europe à adopter une monnaie commune. Ce sont les États-Unis qui ont forcé l'Allemagne et les pays d'Europe à adopter une monnaie commune, à commencer par l'Allemagne. Et c'est un véritable chantage qui a été fait sur le gouvernement allemand au moment de la réunification allemande. D'ailleurs, l'écrasante majorité du peuple allemand ne voulait pas de l'euro. On le sait puisque une révélation récente a été faite d'une déclaration, d'une interview qui avait été gardée secrète par le chancelier Helmut Kohl, qui avait été faite en 2002, je crois, qui a été révélée simplement le 9 mars 2013. Helmut Kohl vit toujours, d'ailleurs, il n'a pas du tout démenti cette information. Le chancelier d'Allemagne avait dit aux journalistes britanniques qu'il interrogeait « Je savais que nous aurions perdu un référendum sur l'introduction de l'euro en Allemagne. C'est tout à fait clair. J'aurais perdu avec 70% de non contre 30% de oui. J'ai agi comme un dictateur. » Voilà le mot lâché. Il s'agit bien d'une dictature qui est imposée au peuple, y compris d'ailleurs au peuple allemand. D'ailleurs, les élites du monde économique financier allemand actuellement ne veulent plus de l'euro. On le sait puisque, par exemple, le 30 avril 2011, Axel Weber a démissionné de la présidence de la Bundesbank pour protester contre la politique de la Banque centrale européenne. Je n'ai pas le temps d'expliquer ici, on en parlera peut-être pendant les questions. Pourquoi les Allemands, en fait, veulent sortir de l'euro? Parce qu'ils ont peur que ça leur coûte des centaines de milliards d'euros. Même l'un des responsables du patronat allemand fait un peu plus de 1000 milliards d'euros qui retombent, en fait, sur le poids financier de l'Allemagne. Je vous expliquerai peut-être tout à l'heure, si vous le voulez, comment fonctionne l'euro, qui n'est pas une monnaie unique, mais une monnaie commune. Et en réalité, il y a un afflux d'euros venant des pays du Sud, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, un petit peu la France, mais moins, qui viennent se réfugier en Allemagne dans l'hypothèse où l'euro explosera. Or, ceci a pour effet de dégrader très très rapidement le bilan de la Bundesbank allemande et donc la solidité de la monnaie allemande. Donc c'est pour ça que les uns après les autres, les dirigeants du monde économique allemand démissionnent. On a appris le 9 septembre 2011 que c'était Jürgen Stark, le chef économiste allemand de la BCE, qui a démissionné à son tour avec fracas en disant qu'il ne pouvait pas supporter, ne pouvait pas accepter la politique de la Banque centrale européenne qui entraînait, selon lui, toute la zone euro, dont l'Allemagne, dans le désastre. Le 31 août 2012, c'est le successeur de M. Axel Weber à la BCE, à la Bundesbank, qui à son tour a voulu démissionner de ses fonctions. Alors, qui est-ce qui sauve l'euro en ce moment? Eh bien, il suffit de regarder la presse. Ce sont les États-Unis qui exigent le sauvetage de l'euro. Le 16 septembre 2011, M. Timothy Geithner, qui était à l'époque le secrétaire au Trésor américain, s'est invité à Wrocław devant une réunion des ministres de l'Eurogroupe, comme on dit, c'est-à-dire des ministres des Finances des pays de la zone euro,
pris ce journal français pour faire la leçon aux Européens en leur intimant l'ordre de sauver l'euro. On sait également que c'est le 4 novembre 2011 au sommet du G20 de Cannes. C'est le président Obama qui a exhorté les dirigeants européens à résoudre la crise de l'euro, qu'il voyait comme la principale menace pour l'économie américaine et pour sa réélection, c'est du moins ce qu'il disait. On sait également que cette femme, qui est Madame Leigh Brainard, il s'agit d'extrait du New York Times, cette femme, elle est en fait sous-secrétaire du Trésor pour les affaires internationales. Derrière la scène, c'est ce que dit le New York Times, elle a fait 17 voyages officiels en Europe au cours des années 2000 et 2011 pour la préservation de la zone euro et de sa monnaie. Et pourquoi cela? Eh bien parce que tout simplement les États-Unis craignent que si l'euro se disloque, c'est l'ensemble de l'échafaudage politique qui s'appelle construction européenne qui se disloque aussi. Je vous ai rappelé tout à l'heure que ce sont les États-Unis qui ont exigé une constitution européenne dès 1951. J'aurai l'occasion peut-être pendant les questions de vous rappeler que ce sont les États-Unis qui étaient derrière la fameuse déclaration Schuman, celle en fait qui a été rédigée par Dean Acheson à partir de 1950 pour lancer la processus de construction européenne. Dans le cadre, il s'agissait tout simplement de très grandes géopolitiques. Après les conférences de Téhéran de 1943, de Yalta de 1944 et de Potsdam de 1945, l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique s'étaient partagé le gâteau Europe et les États-Unis avaient pris la partie occidentale. Sauf que là où Staline pouvait y aller avec des coups d'État et des coups de force, parce que c'était la personnalité de Staline d'une part, parce que d'autre part l'Europe orientale n'était pas peuplée traditionnellement de démocratie, les Américains, pour mettre la main sur le glacis géopolitique occidental, ont été obligés d'inventer cette construction européenne qui sert en fait leurs intérêts. Alors, comme les Allemands sont forcés de rester dans l'euro, ils ne veulent pas, eh bien ils ont des exigences. La première des exigences, c'est que puisqu'ils sont obligés de payer, ils disent très bien, on va être obligés de payer, mais alors comme c'est nous qui payons, il faut que les autres se plient à notre politique. Ce qui fait que l'euro mécontente tout le monde. Parce que vu des pays du Sud, vu de Grèce, vu d'Espagne, vu d'Italie, vu du Portugal, mais aussi vu de France, l'Allemagne réapparaît de plus en plus comme quelque chose de menaçant, comme une puissance qui veut nous dominer, nous imposer son mode de vie, c'est vrai. Mais vu de Berlin, les Allemands, eux, ont le sentiment d'être victimes d'une injustice, d'être obligés de payer de plus en plus pour les pays du Sud, alors qu'ils ne le veulent pas. Donc tout le monde est mécontent de cette monnaie unique. On voit très bien que nous allons vers une explosion générale. En attendant, les Français et les Britanniques avaient choisi le mot de écu pour la monnaie unique. Vous vous rappelez pourquoi peut-être écu? Parce que vous connaissez les Français. Les Français sont toujours un petit peu arrogants. Ils aiment toujours un petit peu leur histoire nationale. Et écu, ça faisait penser bien à la pièce qui était celle de Louis XIV du grand siècle. On avait l'impression que la France était encore la grande nation du XVIIIe siècle. Et puis les Britanniques étaient heureux parce que l'écu, c'était un acronyme anglais, ça voulait dire European Currency Unit. Sauf que le problème, c'est que les Allemands, eux, n'en voulaient pas parce que écu, ça faisait penser à la bière. La bière écu, ça faisait penser quand ils ont dit non. Et puis ça faisait penser aussi à la vache, écu. Donc les Allemands ont dit non. En fait, puisqu'on les force à être dans l'euro, dans cette monnaie commune, et puisque c'est eux qui vont être obligés de payer le plus possible, ils se sont dit très bien, mais alors au moins laissez-nous le choix de la monnaie. Et ils ont choisi quoi? Bien sûr, qui donc ont imposé le nom de euro. Euro, il paraît que ça plaisait à tout le monde. À presque tout le monde. Presque tout le monde, parce qu'en grec, ça se dit euro. Je ne parle pas bien le grec. Mais en Grèce, ça n'a pas plu. Pourquoi? Eh bien parce que ça faisait penser à Ura, l'urine, et aussi parce que ça fait penser à Euros, qui est l'un des dieux, l'un des grands vents de la mythologie grecque, le vent de l'Est qui apporte les tempêtes. En d'autres termes, et je suis ici ému de parler à quelques centaines de mètres du Parthénon, dans ce pays qui a inventé la démocratie, qui a forgé les plus grands mythes du monde occidental, ceux que quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans, 9 ans, je lisais avec plaisir dans mes livres d'histoire, parce qu'on a même à 9 ans en France, à cette époque-là, on parlait des mythes grecs. Et bien dans ce pays qui a inventé la mythologie sans équivalent dans l'histoire, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce nom de euro, c'était déjà très mal parti. Je vous remercie de votre attention.